NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutins-Spark, artiste et consultant NFT. Oui, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Quignou, qui est avocat et cofondateur du cabinet Legal Brain. Alors, c'est un cabinet spécialisé en droit numérique, mais aussi en propriété intellectuelle, intelligence artificielle, la blockchain et bien sûr les NFT. Mathieu a créé une plateforme qui permet de créer des NFT qui sont totalement en règle avec les lois, la réglementation française et même européenne. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Mathieu, merci d'être présent pour cet épisode. Mathieu, ce qui serait sympa, c'est vraiment d'expliquer de façon un peu plus large ce que tu fais, parce que ça, en une phrase, c'est un peu réducteur vu l'ampleur de tes activités. Donc, je te donne la parole. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous pour échanger autour de votre podcast sur ces questions qui me tiennent vraiment à cœur autour des jetons non fongibles, des NFT. Alors j'ai plusieurs activités effectivement, donc je suis avocat comme tu le disais tout à l'heure Benjamin, et donc j'ai une activité qui est vraiment axée sur la blockchain et sur les NFT. En fait, à la base, moi j'ai fait mon doctorat en propriété intellectuelle, donc et je travaille sur la blockchain depuis un certain nombre d'années aussi. Donc là, c'est vraiment la jonction de tout ce qui m'intéresse au niveau professionnel, les NFT, c'est assez génial. Mmh. Et par ailleurs, je travaille aussi beaucoup sur les questions liées à l'intelligence artificielle, sous l'angle des mises en conformité aussi. Donc ça, c'est des choses qui se croisent aussi dans ce domaine-là, qui sont peut-être moins immédiatement lisibles par les personnes de l'écosystème, mais qui arrivent. Et il y a un point, je pense, qui est peut-être pas souvent évoqué, c'est celui des monnaies numériques de banque centrale, qui risque d'être aussi un élément à vraiment prendre en compte autour des NFT. On voit par exemple qu'en Chine, c'est quelque chose qui ça risque de s'implémenter au niveau du yuan et non pas au niveau de blockchain. Mais ça, attends, parce que ça c'est déjà technique et effectivement c'est un beau sujet, mais concernant tes activités, tu peux peut-être revenir sur le fait que oui, tu es avocat, mais tu es aussi expert dans les technologies de la blockchain, tu es aussi consultant pour des porteurs de projets qui voudraient mettre en place des projets, même intelligence artificielle, NFT, etc. Donc tu as vraiment aussi des compétences de conseil. Oui, alors en fait j'ai une casquette d'avocat, effectivement, où je fais de l'accompagnement, par exemple pour faire des conditions générales de vente liées à des NFT, pour faire des contrats de coproduction, pour vérifier la légalité d'une opération, de structurer aussi des plateformes de NFT, pour les personnes aussi, les entreprises, les studios qui souhaitent par exemple faire un jeu play to earn ou mettre en place une opération de marketing. Donc ça, je fais de ce type d'accompagnement avec une lecture à la fois en droit financier pour vérifier si on est sur un instrument financier ou sur un jeton utilitaire qui correspond à un actif numérique. Vérifier ce type d'éléments-là aussi de manière un peu prospective, parce que c'est vrai qu'on est dans des domaines qui évoluent vite. En ce moment, donc là, on est le 12 mars, dans 2 jours, a priori. En tout cas, il y aura une nouvelle discussion, une évolution du projet de règlement MiCA, donc qui est vraiment très impactant pour nous dans le secteur. C'est le règlement européen qui traite des actifs numériques, notamment des questions NFT, donc dans des nouvelles modifications qui ont été proposées. Donc moi, c'est des choses que je traite à ce niveau-là en tant qu'avocat. Après, j'ai une activité aussi de maître de conférence. Donc, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire Paragraphe à l'université Paris 8, qui est un laboratoire multidisciplinaire, avec à la fois des enseignants-chercheurs en informatique, en sciences de l'information et de la communication, des personnes aussi qui font de l'art numérique. Donc c'est assez diversifié et très, très intéressant pour moi. Et donc c'est une activité de recherche mais aussi d'enseignement. Moi ça fait plusieurs années que j'enseigne la blockchain. Peut-être que j'ai même fait le premier cours sur les NFT il y a 2 ans chez un collègue qui s'appelle Marc Vera à l'université de Savoie, qui m'avait laissé complètement carte blanche pour faire ça, et on travaille aujourd'hui encore ensemble sur ces thématiques-là. Et donc c'était
très amusant. Et à l'époque, en fait, les étudiants, aucun ne connaissait les NFT, et très peu s'intéressaient au blockchain. Et cette année, j'ai donné aussi des cours un peu plus indirectement liés au NFT. Et sur une classe de 30 étudiants de Master 2, maintenant il y en a les 3/4 qui en ont entendu parler, et 1 sur 5 qui est vraiment déjà impliqué dans le domaine. Donc c'est très amusant. Ouais, on peut dire que tu es réputé maintenant dans la scène NFT française et même francophone, et même au-delà, je crois, parce que tu as un rôle central. Nous, on se connaît depuis 1 an. Tu interviens énormément dans des conférences, des colloques, des meet-up, etc. Et tu es très bien avec des artistes, avec des marketeurs et des chefs d'entreprise. Tu maîtrises absolument la technologie, blockchain, smart contract, etc. Ce qui te donne un rôle vraiment d'avoir une vision, je dirais 360 sur un projet, sur tout l'écosystème. Donc c'est ce qui est vraiment très riche dans ce que tu peux apporter comme conseil. Et tu parlais de MiCA, justement, on peut peut-être faire une parenthèse. Oui. Donc c'est cette fameuse loi que tout le monde attendait, qui régule à la fois les crypto-monnaies, les NFT, parce que tout est lié. Blockchain est lié à crypto est lié à NFT est lié au métavers, enfin tout ça c'est un écosystème finalement. Et juste pour peut-être rapidement, cette loi, donc elle vient de passer, on a lu beaucoup de choses, c'est plutôt favorable, j'ai cru comprendre qu'on est plus ou moins soulagé dans la sphère crypto NFT de se dire ok, le régulateur n'y est pas allé trop durement avec nous, il nous laisse respirer, il nous laisse faire des projets en fait. Alors je sais pas. Justement, hier, il y a eu un tweet du député, qui n'est pas un député européen, mais un député français, Pierre Persson, qui justement critiquait le projet de loi et les dernières modifications qui avaient été faites. Alors c'est vraiment en cours, il y a vraiment la proposition qui a été faite par la Commission européenne, qui évacuait presque complètement la question des jetons non fongibles, qui s'attaquait surtout en fait aux jetons stables, pour une raison simple, c'est que effectivement on est en Europe, il y a une monnaie unique et vraisemblablement on va avoir une monnaie numérique de banque centrale, bon peut-être pas aussi rapidement que les Chinois, mais on en aura une bientôt. Donc ça c'était vraiment le point critique, mais c'est vrai qu'avec l'apparition de la DeFi, avec l'engouement autour des NFT, on a ces questions-là qui se posent maintenant, et on a vu apparaître justement dans les modifications et dans la version donc, qui est présentée comme finale, qui a été présentée il y a quelques jours et qui devrait être votée dans 2 jours, on verra bien. Il y a la question des NFT qui est traitée, et on voit qu'aujourd'hui il y a des zones un peu grises au niveau de la qualification juridique en droit financier, où on est finalement sur quelque chose qui peut relever par exemple de ce qu'on appelle l'intermédiation en biens divers, qui est un régime qui nécessite quand même un enregistrement face aux autorités des marchés financiers, mais qui est finalement le régime qui est quand même plus souple que celui des instruments financiers. Et là, finalement, avec MiCA, ce qui est dans l'entre-deux ne pourrait pas être ce qu'on appelle un actif numérique, ce qu'on appelle souvent un jeton utilitaire. Donc ça va durcir vraisemblablement quand même les possibles, et aussi les personnes qui travaillent sur les NFT fractionnables, c'est des éléments qui sont visés là explicitement dans cette nouvelle version du projet, et sur ce point-là vraisemblablement il y aura un vrai durcissement. Tu peux peut-être expliquer pour nos auditeurs le jeton fractionnable ? Oui. Alors un jeton fractionnable, par exemple on prend une œuvre d'un artiste comme Benjamin Spark et on se dit la cote est tellement élevée maintenant qu'on peut plus se le permettre, et on va se réunir en DAO et dire écoutez, on aimerait acquérir un NFT de Benjamin Spark et d'en avoir une fraction, par exemple 1 sur 100. Et la personne qui va proposer de faire ça, finalement aujourd'hui on est un petit peu dans l'entre-deux, on n'est pas strictement sur des instruments financiers, mais on est sur des biens divers, et on reste vraisemblablement sur des actifs numériques. Avec MiCA, cette activité serait vraisemblablement terriblement régulée, encore plus qu'aujourd'hui. Mais en fait, rappelons, tu as dit DAO, donc DAO c'est donc une association entre individus qui est régie par la blockchain. En fait, il s'agit, quand tu dis fractionner une œuvre d'art, il s'agit d'acheter à plusieurs une œuvre. Alors ça se faisait déjà au 19e siècle, les collectionneurs se réunissaient, mettaient au pot commun, ils achetaient un tableau, et puis ils en jouissaient successivement l'un à l'autre. Donc on cherche à faire avec la blockchain la même chose, finalement acheter à plusieurs, mais que ce soit régi par le code et non pas par des individus qui après pourraient se disputer, par exemple. Alors il y a cette idée-là effectivement, mais aussi on est dans une forme de titrisation, c'est-à-dire que quand on est à plusieurs et qu'on a par exemple qu'on crée une société à plusieurs pour acheter une œuvre,
ou qu'on est dans une logique finalement de société en participation, il faut se mettre tous d'accord pour la revendre, on peut prévoir une sorte de règlement de copropriété autour de ça. Quand on est sur des NFT ou sur des jetons qui portent sur un actif qui peut être une œuvre, dans cette hypothèse-là, la question qui se pose, c'est aussi celle de la revente. C'est celle finalement qui relève des marchés financiers. Donc sur ces points-là, on est vraiment, il y a quand même des vérifications des régulateurs, il y a des obligations, on est aussi sur de la gestion d'actifs pour compte de tiers. Il y a des difficultés qui peuvent se poser, qui sont nouvelles. Et voilà. Et on n'a pas besoin aussi normalement maintenant la blockchain permet d'éviter un certain nombre d'intermédiaires aussi à ce niveau-là, ce qui facilite beaucoup d'activités, mais pose des problèmes en termes de souscription et de protection des souscripteurs et consommateurs. Ok, donc là, ce que tu dis, c'est que la conséquence de ça, c'est l'imposition sur le bien, enfin sur l'appartenance, qu'elle soit virtuelle ou physique. Là, on parle de virtuel, mais donc c'est l'imposition. Ils vont être imposés comme s'ils avaient pas un objet divers, comme tu dis, mais un bien. Non, pas un bien, un actif financier. C'est ça ? Il y a la question fiscale, effectivement, mais on va dire qu'elle arrive un peu en aval. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les propositions qui avaient été faites au Parlement il y a quelques mois, fin 2021, ont été un petit peu reportées autour des NFT parce qu'on considérait qu'il y avait déjà des questions à traiter sous l'angle du droit des contrats et sous l'angle du droit des marchés financiers, enfin du droit financier. Et donc là, effectivement, c'est plutôt des catégories en droit financier et donc une question même de légalité, c'est-à-dire que des personnes qui créent de la fractionnalisation d'œuvres d'art, elles pourraient aller en prison en fait. Et il y a déjà eu des cas sur ça dans des domaines un peu plus traditionnels. Alors justement, tu peux expliquer ? Oui, parce qu'il faut expliquer, parce qu'en fait, on découvre avec toi, en parlant avec toi, qu'il y a un problème juridique avec les NFT. Et c'est tout à fait nouveau, parce qu'aujourd'hui, il y a un emballement, un engouement. Nous, on est les premiers à être emballés, on en achète beaucoup aussi. Et en discutant avec toi, tu nous dis, mais non, attendez, pour l'instant, c'est un flou juridique, ça on le savait, c'est un peu le Far West, ça c'est clair, on le sait. Mais tu dis, il n'y a pas vraiment de qualification en droit de ces NFT. En revanche, il y a des solutions. Donc, oui, et puis j'ai envie de te dire qu'en parlant avec toi, moi je suis arrivée ici en me disant, bon, le problème des NFT, c'est qu'ils ne sont pas réellement reconnus par un juge si on a un problème. Et puis en discutant avec toi, je me rends compte qu'il y a plusieurs facettes et plusieurs problèmes du côté juridique. Et donc ça serait peut-être intéressant que tu développes ça. Alors pour moi, les NFT... Bon, je ne vois pas comme un flou juridique. Très sincèrement, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments dans le droit qui permettent de structurer ces actifs-là. Simplement, un NFT, enfin, il y a 1001 NFT en droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir la qualification juridique à partir du fait que ce soit, par exemple, ce qu'on appelle au niveau technique un ERC 721. Un NFT, avant tout, la manière dont on va en parler, c'est un actif numérique, enfin, c'est un jeton qui est créé sur une blockchain, qui a un identifiant unique et qui a, on va dire, et ça même dans les spécifications de l'ERC 721 c'est pas le cas, c'est pas exclusif, c'est une option, un moyen d'obtenir des métadonnées, donc un système en fait qui est une fonction qui permet de lire un fichier JSON. Voilà, donc ça c'est un NFT, c'est ce qui le différencie d'un jeton ERC20 par exemple, qui est un jeton ERC20 qui est juste la technologie typiquement sur Ethereum. Enfin bon, ça c'est de la technologie. Oui, si je vulgarise, j'ai un certificat qui n'est pas papier, qui est numérique, dans lequel je peux inscrire, à travers les métadonnées que je vais encoder, je peux inscrire des choses que je vais décider de façon standard ou de façon personnalisée. C'est ça ? Et les métadonnées, c'est ce qui accompagne le token. Donc le NFT est accompagné de métadonnées, c'est-à-dire de données inscrites dans le bout de code. Encodé, oui. Encodé. Exactement. Bah, en fait, les NFT, on peut le faire. On peut avoir des métadonnées sur d'autres types de jetons. Techniquement, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les NFT fractionnés, c'est une aberration de les faire sur des NFT. C'est une manière, enfin c'est parce que les NFT se vendent mieux que les gens le font sur ça, mais c'est du marketing. C'était pas techniquement c'est absurde. Mais après, voilà, moi j'aime beaucoup les NFT. Je trouve que la manière, c'est les NFT, l'usage qui en est fait, qui permet de penser le web 3.0. C'est assez génial. Et ça vient de quelque chose d'assez étonnant en fait. C'est la jonction entre ces jetons
et des systèmes de JavaScript. En fait, c'est des sites un petit peu qui sont pensés pour faire des boucles et vérifier ce qui est dans un portefeuille de crypto-monnaies. Ça, c'est de la programmation de JavaScript. C'est la programmation typiquement du web pour faire tourner, pour faire des pages web dynamiques, en fait. Ouais. Mais oui, mais en fait, pour être clair, on pourrait parler peut-être d'ores et déjà de ta plateforme que tu as créée pour vraiment te guider vers la façon dont le NFT peut être en règle avec la loi. Donc, tu as une plateforme qui permet donc de coder, de minter, comme on dit, donc de créer des NFT qui sont en règle avec la loi. Pourquoi ? Parce que dans les données inscrites, il y a des conditions générales de vente, et c'est ce qui fait la base du contrat en droit français. Il faut qu'il y ait des conditions générales pour que le juge accepte qu'il y ait un contrat passé, une vente officielle, c'est ça Absolument. Ça, c'est un projet en fait qu'on mène avec Julien Béranger, avec lequel je travaille, et d'autres personnes maintenant qui nous ont rejoints. Donc c'est un projet un peu à la croisée du monde du développement et du monde du droit. C'est créer un peu comme des legal tech du type Legal Start ou des choses comme ça, où on va avoir un arbre de décision pour finalement créer des conditions générales de manière automatisée avec un paramétrage. Donc concrètement, on va avoir des conditions générales de vente qui vont pouvoir être injectées dans le NFT pour lui donner corps. Parce qu'un NFT en fait sans CGV, elles ne sont pas obligatoirement dans les métadonnées. On peut être comme dans un site de e-commerce et les mettre sur son propre site. Par contre, ça se pérennise pas. C'est-à-dire que si on renouvelle pas son hébergement OVH, ça disparaît. Alors que si on l'intègre dans une blockchain ou sur IPFS et qu'on le lie vraiment à l'actif, ça crée une continuité. Alors attends, tu parles de mots déjà techniques, donc excuse-moi, voilà. Tu t'emballes, c'est souvent mon travers. Oui, mais parce que comme tu es très pointu aussi en technologie, c'est ce qui fait que tu donnes plein de détails techniques. Pour résumer, IPFS, donc c'est Interplanetary File System, c'est une sorte de blockchain aussi, un réseau décentralisé qui permet d'héberger les images des NFT et les vidéos des NFT. Exactement. Parce qu'évidemment, sur la blockchain Ethereum, c'est pas adapté pour des gros fichiers, mais pour dire que ce que tu dis, c'est qu'on peut inclure donc maintenant des conditions générales de vente. Mais alors attends, ce qui veut dire que sur OpenSea... Je te reprends, c'est pas qu'on peut. Moi j'ai compris qu'on devait, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est qu'un NFT sans conditions générales de vente n'est pas du tout un certificat d'authenticité valide, en fait. C'est ça, c'est ce que tu nous as dit. Alors, il y a plusieurs points, c'est-à-dire que le NFT c'est pas forcément un certificat d'authenticité, ça peut en être un. De propriété plutôt. Ça peut être un actif, on peut le structurer comme un actif. Moi c'est ça qui me plaît le plus. Après on peut aussi lier au NFT par exemple des produits ou services. On a les NFT par exemple souvent appelés redeemable qui vont permettre de réclamer un bien physique par exemple. Redeemable, c'est juste en parenthèse, c'est important que tu parles de ça parce que ça se développe très fort dans le retail et le marketing. Donc redeemable, c'est une basket par exemple. On peut acheter une paire de baskets et recevoir non pas la basket mais d'abord le NFT. Exactement. Et l'entreprise vous dit d'abord il faut acheter le NFT, ok, on l'achète, et la basket quand est-ce que je l'ai ? Pour avoir la basket ensuite il faut nous renvoyer, il faut brûler le NFT. Ça s'appelle redeemable, donc parce qu'en anglais redeem c'est récolter en fait. Donc c'est une astuce marketing et c'est intéressant de dire vous pouvez acheter le certificat de propriété d'une basket sans forcément la posséder, sans l'avoir physiquement chez vous, et après peut-être le garder, le revendre ou le transmettre en cadeau par exemple. Exactement, et nous on a fait un truc assez marrant autour de ça. On a développé en fait justement sur notre outil un modèle où finalement les conditions générales initialement c'est des conditions générales qui vont permettre d'obtenir livraison en fait du bien, et quand le NFT est transformé, qu'on a mis son adresse de livraison et qu'on souhaite la livraison de la basket en question, on va avoir ensuite les métadonnées qui vont changer, donc c'est des métadonnées dynamiques, et on va avoir des droits qui vont être associés à ça, mais plus le droit de retrait du bien. On va avoir la possibilité par exemple d'avoir la basket en exclusivité sur le métavers ou de manière non exclusive, mais la possibilité d'utiliser le modèle 3D de la basket dans des métavers qui accepteraient justement du contenu externe. Ok, donc ça veut dire que la métadonnée, en fait, elle est évolutive. Elle peut être encodée au préalable de façon à évoluer en fonction des différentes étapes du cycle de la vente ou
de l'expérience, c'est ça ? Exactement. Okay. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, hein. Moi, sur les NFT, c'est leurs métadonnées. Et la manière dont on commence à avoir des outils qui les lisent. Je pense que vous avez vu ce qui se faisait sur Twitter, les systèmes de blue chip, etc., où on va avoir finalement une vérification de la photo de profil. Exactement. Alors, ce que fait Twitter, c'est assez malin, hein, mais c'est pas suffisant encore. Mais ça, c'est perfectible. On va peut-être rappeler ce dont tu parles, si j'ai bien compris. Ouais. C'est Twitter a mis en place un système qui permet de connecter son wallet à son compte Twitter et d'afficher, typiquement si on a un CryptoPunk et qu'on est fier de l'avoir, évidemment, on l'affiche en photo de profil et Twitter permet de vérifier que c'est bien vous, le propriétaire du CryptoPunk, et que vous n'avez pas fait une capture d'écran pour mettre ça sur votre photo de profil et frimer auprès des copains. Exactement, et c'est super marrant que tu prennes l'exemple des CryptoPunk, parce que justement hier, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable sous l'angle juridique et qui montre aussi les limites de ce que propose Twitter, hein. C'est que en fait, dans les CryptoPunk, aucun droit n'ont été cédés par les auteurs et les émetteurs du NFT CryptoPunk. Donc j'achète le CryptoPunk, mais je n'ai aucun droit dessus. Ouais. Juste le droit de le posséder. C'est ça ? Et ben de posséder le jeton et voilà, mais pas l'image en fait, c'est ça qui est l'image et pas en termes d'usage, même aucun usage. Potentiellement même ces opérations auraient pu être annulées. Très sincèrement, d'un point de vue juridique, il n'y a pas d'opération puisqu'il n'y a pas d'objet au contrat. Donc c'est annulable et quand on est sur des sommes importantes, ça peut être très problématique. Il faut voir que d'un côté, les personnes qui ont émis les CryptoPunk ont fait quelques centaines de milliers d'euros pour la vente des 10 000. Hein. Par contre, un CryptoPunk aujourd'hui, ça coûte des centaines de milliers d'euros aussi. Donc il y a un conflit en fait entre les acquéreurs un peu finaux, enfin actuels, les détenteurs actuels des CryptoPunk et les personnes qui ont l'IP en fait autour de ça, qui sont les auteurs des CryptoPunk. L'IP, c'est Intellectual Property. Ouais. Okay. Désolé, hein, propriété intellectuelle, ouais, donc les droits d'auteur autour de ça, qui n'ont pas été cédés. Parce que en fait, pour céder des droits d'auteur ou des usages sur des droits d'auteur, il faut un écrit. Il faut que ce soit express. Sans ça, il n'y a rien. Et donc là, il n'y avait rien du tout. Contrairement par exemple à ce qui a été fait par les Bored Apes. Okay. Les Bored Apes, bon, c'est pas très sophistiqué ce qui a été proposé, mais sur leur site on voit qu'ils disent que celui qui achète le NFT, il peut faire ce qu'il veut avec le Bored Apes. Les Bored Apes, c'est les fameux singes qu'on voit de multicolores, il y a 10 000 pièces, enfin des collectibles dont tout le monde parle maintenant, qui sont plus célèbres que les CryptoPunk d'ailleurs, j'ai l'impression, mais bon. Ouais, et les gens ont fait de l'argent sur ça, c'est-à-dire que les personnes qui ont initié les Bored Apes ont fait beaucoup d'argent, notamment avec les sérums, etc. Et du coup, tout cet argent leur a permis d'acquérir, cette fois-ci, non pas les CryptoPunk, mais tous les droits de propriété intellectuelle sur les CryptoPunk. Et ça, c'est assez génial. Et c'est malin. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Alors, ils ont dit que justement, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient céder les droits de propriété intellectuelle, enfin donner les droits de propriété intellectuelle, c'est ça qui est marrant, à toutes les personnes qui détiennent des CryptoPunk. En fait, c'est un peu rendre à César ce qui appartient à César. Et pour moi, ça appartient pas à César. C'est-à-dire que ça n'a pas été transféré. Donc, c'est aligner la perception de l'utilisateur avec la réalité de ses droits. Donc c'est très sympa de leur part. Oui, mais c'est ce que dit Claudia. C'est qu'enfin, l'acheteur du NFT récupère aussi la jouissance de l'image qui est associée. Mais est-ce que c'est... Enfin, moi, à mon sens, à la base, juridiquement parlant, c'est sûr que les CryptoPunk ils étaient complètement dans leurs droits en ne cédant pas ça, et finalement... Mais ça aligne, c'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre ce qui est imaginé, et c'est vrai qu'une personne qui achète 400 000 euros une image peut espérer quand même avoir peut-être un minimum de droits dessus. Ouais. Donc, c'est important que tu rappelles ça. Les gens ne savent pas, parce que moi je fais des tableaux, comme vous le savez, et souvent les gens pensent qu'en ayant acheté un tableau... Ils peuvent faire des t-shirts. Des t-shirts et des mugs avec l'image du tableau. Eh ben non, vous pouvez avoir acheté un tableau, vous pouvez jouir du tableau chez vous, évidemment, mais pas l'image. L'image appartiendra toujours au concepteur de l'image, c'est-à-dire à l'artiste. À part si elle est cédée ou donnée en licence. Ou donnée en licence, c'est ça. Ok. En fait, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a des tas de gens qui font des projets NFT dans tous les sens. On n'entend que ça tous les jours, et on n'entend jamais ces gens-là dire on a pensé à l'aspect légal et donc aux conditions générales de vente. Mais on ne peut pas prédire qu'un projet aura du succès ou pas. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de ramener à la base, si ce NFT doit avoir une valeur, il doit avoir des conditions générales de vente. Et ça ne se fait pas, ça ne s'improvise pas.
Non, c'est sûr. Il y a ce point-là, et puis après, il y a tout ce qui relève des contrats de coproduction aussi, parce que généralement, pour faire un projet de NFT, il y a une agence de marketing, il y a une boîte qui fait du développement, il y a des artistes, il y a des détenteurs de propriété intellectuelle qui peuvent être des marques ou autres. Et donc, tous ces acteurs-là, il faut bien répartir leurs droits, vérifier que l'opération va pouvoir être réalisée dans de bonnes conditions, et s'assurer aussi qu'on n'est pas prestataire sur actifs numériques parce qu'on est celui qui mint, par exemple. Ouais, alors ça, on en a parlé, donc prestataire de services sur actifs numériques, autrement dit traduction, s'il vous plaît. PSAN, le fameux PSAN. Et alors, on en a parlé hier avec Asher, qui lui propose des services de crypto-monnaie, de gérer des cryptos pour les autres, etc. Et donc, il est obligé d'être régulé, et c'est ce qu'on appelle avoir un agrément PSAN, dit PSAN. Donc on a le droit par l'État vous reconnaît le droit de gérer des actifs numériques. C'est important que tu parles de ça parce que le NFT, assez facilement, très rapidement, il peut rentrer dans la catégorie des actifs digitaux, en fait de la finance. Et c'est incroyable quand on est artiste et qu'on se dit bah non, moi je propose de l'art, c'est tout. Et ben qu'un avocat, un juriste comme toi dise attention, la façon dont vous le faites, c'est plus de l'art, c'est de la finance finalement. Et oui. Alors oui, il y a une dimension comme ça. Alors effectivement, les plateformes qui proposent un peu cette intermédiation-là et qui vont proposer d'acheter, vendre des actifs numériques contre des NFT, bon, à mon sens, elles rentrent un petit peu dans ça. On va voir peut-être en fonction des actifs, ça va peut-être être affiné au niveau du règlement MiCA. Et après, les personnes qui réalisent des opérations un petit peu pour le compte de marque, c'est important aussi de structurer leur contrat de bonne manière pour pas être justement en train de réaliser ça pour le compte d'un tiers et donc être potentiellement à risque à ce niveau-là. Oui, d'en être responsable en fait, oui, légalement. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne. Je suis artiste. Je mine mon œuvre sur OpenSea. Il me semblerait normal, enfin, j'imagine qu'une plateforme comme OpenSea prenne la responsabilité d'injecter des conditions générales de vente. Ça n'est pas le cas ? Bah non, c'est pas le cas. C'est aussi des entreprises. Alors, on a des mouvements un peu contraires, assez étonnants. C'est-à-dire que OpenSea, il y a 2 ans, c'était une entreprise qui a failli faire faillite, qui a failli mettre la clé sous la porte, parce que bah voilà. Et en quelques mois, c'est devenu une entreprise qui générait des volumes de plusieurs milliards d'euros. Ils sont restés quand même en bonne partie sur leur modèle initial. Aussi pour que les utilisateurs soient pas trop perturbés, j'imagine, c'est aussi des usages, mais leurs conditions générales de vente sont principalement là pour limiter leurs responsabilités à eux. Elles sont pas là non plus pour garantir même que la vente va être opératoire et que l'artiste qui proposerait des œuvres à ce niveau-là serait pas finalement verrait pas sa responsabilité engagée ou que l'opération serait pas annulée ultérieurement. Ça c'est très problématique pour les artistes. Nous c'est pour ça qu'on a fait Atto, c'est pour ça qu'on a fait Atto.network. Atto.network, c'est cette fameuse plateforme qui crée des NFT. On mettra le lien en bio. Mais je reviens à l'artiste donc. Les conditions générales de vente, elles s'injectent dans le smart contract, dans le NFT, à quel moment ? Quand je mint ? Mais donc, si je le mine sur OpenSea, est-ce que j'ai la possibilité d'injecter des conditions générales de vente ? Ou est-ce que c'est ça, ok. Donc, en fait, il faut une étape préalable avant d'aller sur OpenSea ou n'importe quelle autre plateforme sur des structures comme la tienne, où je vais assurer ma protection en injectant des conditions générales de vente dans le NFT avant de le mettre sur une plateforme. Donc le mintage se fait chez toi et pas sur OpenSea. C'est ça. Ok, je comprends mieux. Ok, et tu peux par exemple nous donner un exemple concret, donc j'imagine à qui ça s'adresse, j'imagine aux photographes par exemple, mais tu peux nous donner des exemples concrets pour que les auditeurs s'identifient ? De personnes qui utiliseraient ça, qui utilisent Atto, utilisent Atto. Nous on travaille avec des galeristes, on travaille avec des maisons de vente. On avait fait notamment la première vente aux enchères de NFT en France légale, avec une jonction entre des œuvres physiques et des NFT, parce que voilà, donc là il y a une loi qui est passée il y a quelques jours, je crois que c'était fin février, qui permet en fait de vendre des NFT sans jonction avec des supports physiques, donc qui modifie le code de commerce. Mais il y a encore quelques jours c'était pas possible. Du coup nous on avait structuré ça comme ça et on avait injecté justement des conditions générales de vente dans ces actifs là pour leur donner une substance et éviter aussi que les commissaires priseurs et la maison de vente se retrouvent avec potentiellement une annulation de la vente. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui pour les maisons de vente de comprendre que effectivement elles sont très habituées à travailler sur des marchés secondaires à la différence des galeries. Par contre tant que le marché est récent et que les usages ne sont pas de créer finalement des actifs qui sont propres,
quand elles vendent par exemple des CryptoPunks, et ça a déjà été le cas de grandes maisons de vente, je ne vais pas dire de nom pour pas... Voilà. Mais ces opérations sont potentiellement annulables. Okay. Pour la même raison que... Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que là, les droits ont été cédés. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui a été cédé avant ? Oui, tu reparles, on peut le dire, tu parles de la vente de Christie's ou Sotheby's. D'ailleurs, les deux grandes maisons de vente font plein de ventes de NFT maintenant. Mais on est sûr qu'il n'y avait pas de conditions générales de vente. Ils n'avaient pas les droits. C'est-à-dire qu'en fait, tu évoques le CryptoPunk, qui est un alien, je crois, dans les CryptoPunks. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que dans les CryptoPunks, il y a plein de niveaux de rareté. Les plus rares étant les non-humains, donc les aliens. Et ça a atteint 10 millions de dollars, je crois, pour un CryptoPunk, vendu chez Christie's il y a un an, en mars 2021. Et donc, tu es en train de dire, mais puisque les CryptoPunks viennent à l'instant même, il y a 2 jours, de céder les droits, en fait, l'acheteur, il y a un an, n'a acheté qu'un numéro de token, mais pas l'image qui va avec. En fait. Oui, la vente peut être annulée. Oui, je pense très sincèrement qu'elle peut être annulée. C'est une bombe, quoi. C'est-à-dire que... nous, on le dit depuis un moment, personne s'intéresse à ça. Voilà. Ça viendra quand les marchés baisseront beaucoup. Je pense que les gens vont vouloir récupérer leur argent. C'est des choses qui sont aussi beaucoup faites sur les ICO. Il y a des personnes qui sont venues, une fois qu'il y a eu des baisses, racketter les projets qui avaient levé beaucoup d'argent en disant on veut la parité, mais à l'époque. On peut rappeler que les ICO, ça, c'est l'acronyme de Initial Coin Offering. C'est une façon pour les startups en 2017, notamment, il y a eu une grosse folie là-dessus. Les startups levaient de l'argent en crypto-monnaie et non plus en euros ou en dollars, et ça s'appelait des ICO. Et donc effectivement, il y a eu une hype incroyable, et puis tout est retombé comme un soufflé. Et là, j'imagine, plein de gens se sont retournés contre l'entreprise en disant mais rendez-nous l'argent parce que votre token ne vaut plus rien, en fait. C'est ça. Mais je reviens sur OpenSea. OpenSea n'aurait peut-être pas intérêt à passer des accords avec ta boîte pour intégrer une étape intermédiaire en mintage ? Si, certainement. On commence à travailler avec des plateformes parce qu'on a développé une API aussi pour faire en sorte que justement soit facilement intégrable dans les plateformes, parce que nous on se présente pas du tout comme une plateforme de vente. L'idée c'est pas de faire un OpenSea. Nous c'est juste structurer le minting et faire un bel actif. Une API légal. c'est un petit bout de code qui permet de créer un pont entre ta technologie et la technologie d'une place de marché, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que on va avoir un petit. C'est comme sur WordPress, on a des WordPress un peu, on a la base et après on a des petits éléments qu'on peut rajouter. Là typiquement une plateforme peut intégrer facilement notre outil, soit en mettant exclusivement la partie conditions générales de vente, soit on peut aussi prendre en charge tout le minting. Donc plus elles sont avancées, plus elles sont vraiment sur les aspects strictement légaux. Mais après il y a des plateformes qui se lancent, qui nous demandent de faire là pour le coup toute la gestion du minting. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'OpenSea, quand je pense par exemple à Stanislas Mako qu'on a reçu pour sa plateforme Calart. Il y a aussi l'intégration de cet aspect légal qui doit être pensé et intégré. Et quand quand tu nous expliques en tout cas le fonctionnement de ta société, je l'imagine bien en étape intermédiaire vraiment dans le process d'intégration. C'est très intéressant. Mais donc c'est très intéressant aussi de se rendre compte qu'il y a plein de projets qui sont donc pas reconnaissables légalement parce que pas adossés à des conditions générales de vente. Ça peut concerner donc toutes les plateformes. Alors ça concerne ceux qui nous écoutent qui ont des projets business, des projets d'entreprise. Il faut donc au préalable, il vaut mieux consulter effectivement quelqu'un qui a une vision juridique de tous ces aspects-là, parce que comme tu disais, le marché pourrait baisser. Aujourd'hui il y a de la hype, tout le monde est content, tout le monde vend, mais quand tout va se retourner, parce que forcément comme dans la bulle internet, il y aura une bulle NFT blockchain qui retombera, et d'ailleurs qui pourra d'ailleurs assainir aussi le marché, screener tous les mauvais projets, et Dieu sait s'il y en a plein, mais préparer ça beaucoup mieux avec des conditions et des projets NFT plus avec une ambition plus globale, en fait une vision globale de l'écosystème, parce qu'il y a le choix de la blockchain, le choix donc de son smart contract pour le NFT, les conditions générales de vente, la façon dont on le diffuse aussi. Donc toi tu es approché par des entreprises, par des startups qui ont des projets comme ça, à la fois retail ou divertissement ou autre.
Ouais, il y a des startups, il y a des entreprises un peu plus traditionnelles aussi parce que justement elles ont cette lecture-là. Les premiers à avoir fait finalement des conditions générales de vente, c'est des entreprises en fait des jeux vidéo, parce qu'elles avaient déjà ces habitudes-là et qu'elles vendaient déjà des actifs au sein de leurs jeux vidéo, donc elles avaient déjà ça en tête. Alors elles l'injectaient pas dans les NFT, mais elles étaient déjà protégées puisqu'elles le mettaient sur leur site, donc c'est déjà bien mieux que rien, quoi. Voilà. Donc là, pour le coup, elles sont pas en difficulté. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et tout à l'heure, je vous disais au niveau par exemple de Twitter, ça va un peu au-delà. C'est-à-dire que, imaginons, donc là, effectivement, rien n'empêche de faire un copier-coller d'un CryptoPunk et de le mettre sur un autre NFT. Bon, c'est pas légal vis-à-vis de CryptoPunk, mais par contre, ce sera reconnu par Twitter, qui va permettre de l'afficher, même en validant, puisqu'on l'a mis avec un NFT. Mais on peut avoir des NFT dont on va vérifier finalement l'adresse d'émission, l'adresse publique d'émission, pour voir que c'est bien un artiste qui l'a fait, ou que c'est bien une maison de vente ou une structure qui est labellisée comme professionnelle du marché pour émettre. Et on peut après, en plus en fait des conditions générales de vente, nous on a aussi des métadonnées qui sont facilement lisibles, où on va avoir quelque chose de succinct qui va dire voilà, il y a un droit exclusif de représentation, il y a un droit de merchandising, il y a un droit de le présenter sur un métavers, un droit de le présenter sur Twitter, un droit de le présenter sur Facebook. Si on a le droit de le présenter sur Twitter et qu'on a travaillé avec une structure de ce type-là ou un wallet, on peut facilement dire ben voilà, là il a le droit, regardez, c'est là et ça a été émis par le détenteur des droits, puisque vous avez ça dans la base de données qu'on vous a transmis et que vous avez pu crawler. Là, on a un modèle complet pour vérifier les droits. Mais si on n'a pas ça, c'est de la fantaisie. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question. Si demain, il y a un problème juridique, je suis photographe, on a copié mes photos, je les ai mintées chez toi, je fais un procès, est-ce que le juge, lui, comment il a accès aux métadonnées ? Il a accès aux métadonnées. Oui, la question, effectivement, on a une question très concrète avec Claudia et que moi aussi je me pose, c'est que tu es devant un juge, voilà, on t'a piqué ta photo, t'es photographe, on t'a volé ta photo, elle est en une d'un magazine. Ah oui. Alors tu l'attaques et le juge dit mais prouvez-moi, vous qui êtes photographe, que c'est vraiment votre photo. Ah ben j'ai le NFT. Et là le juge te dit non mais le NFT n'est pas valable. Et tu lui dis si parce que j'ai consulté Mathieu Kinou et j'ai injecté des conditions générales de vente. Ouais. Alors de toute façon, au niveau des droits d'auteur, on n'est pas comme sur les marques et les brevets. Il n'y a pas d'obligation d'enregistrement auprès de l'INPI ou de l'OEB. C'est quelque chose qui arrive en soi. En tout cas, en droit français, c'est le fait de rendre public en fait l'œuvre qui est une preuve en fait qu'on est le titulaire des droits, l'auteur, jusqu'à preuve du contraire. Il peut y avoir aussi des enveloppes solo, c'est-à-dire que si on veut pas la rendre publique, l'œuvre, qu'on se dit je suis pas encore complètement satisfait, c'est trop tôt, mon travail n'est pas compris, on peut tout à fait jouer à ça et envoyer donc une enveloppe solo à l'INPI, donc une enveloppe solo, c'est-à-dire qu'on va cacher dans une enveloppe sa création. La création pour plus tard pour pouvoir prouver l'antériorité. Ah oui, ok. Voilà. Et ça, il y a des entreprises qui s'étaient positionnées sur ça et qui se sont positionnées, notamment des cabinets d'avocats qui proposent des outils en fait qui permettent d'ancrer sur blockchain ces éléments-là pour ne pas passer par une enveloppe solo. Et en fait, une enveloppe solo c'est 35 €. L'ancrage sur blockchain, si on est sur une blockchain qui n'est pas proof of work, donc pas preuve de travail type Bitcoin ou Ethereum, encore pour l'instant, c'est quelques centimes. Donc, et c'est assez facile à faire ça. Donc on peut protéger des milliers. Oui, donc on peut le faire des milliers de fois pour des milliers de créations, quoi. Ouais. Okay. Donc on peut arriver devant le juge et ça a été reconnu. Justement, il y a déjà eu des choses. Un des cabinets d'avocats qui a une des solutions comme ça, qui était très très fier de dire que voilà, ça avait été reconnu par un juge et qu'ils avaient réussi avec leurs huissiers à faire une démonstration très propre en fait de la manière dont l'ancrage avait été fait, que la blockchain, c'est reconnu comme un mode de preuve. Alors c'est pas un mode de preuve, on n'est pas dans l'acte authentique du notaire, même si les notaires travaillent aussi sur des blockchains maintenant pour les mêmes outils. Des blockchains privées, non ? Privées, ouais. Mais bon, pour ces usages-là, pourquoi pas ? Mais c'est déjà un beau signal, en fait. Donc ça fait jurisprudence, en fait, déjà, si un juge l'a reconnu. Oui, alors c'était en cours, donc je sais pas où ça en est, mais j'avais assisté à une présentation d'un des avocats qui avait une solution de ce type-là et qui disait que c'était en bonne voie, et ce qui est normal. En Chine, c'est déjà reconnu. Alors, pour le coup, j'ai les références, si vous voulez, les références jurisprudentielles. En chinois. En chinois, ouais, très intéressant. Ok, donc tu veux dire que la prochaine étape, ce sera la reconnaissance du NFT. Voilà, j'achète une œuvre d'art en NFT, je vais devant le juge, j'ouvre mon ordinateur, je lui
montre mon wallet MetaMask et je lui dis regardez, si on va sur Etherscan, qui est la façon de scanner, de screener la blockchain, le juge sera certainement accompagné d'un informaticien, je me doute, qui lui va très vite trouver la traçabilité, il va dire oui, c'est à vous. C'est pas la même chose, c'est-à-dire que là on parlait de l'ancrage. L'ancrage, c'est la preuve d'antériorité. C'est ça qui va pouvoir permettre à l'auteur de dire que c'est bien lui l'auteur. Ouais. Après, on a un autre cadre qui est celui des NFT. Ça, c'est plus un mode de structuration d'actifs. C'est-à-dire que, déjà, les métadonnées, si on est sur des métadonnées dynamiques et que le mode de paramétrage est pas excellent ou qu'on est sur des smart contracts qui ont été mal codés, on peut le prouver, et si ça a été trafiqué, potentiellement l'actif il vaut rien, en fait, on peut rien prouver. Après, si tout a été bien bloqué, qu'on peut prouver qu'il n'y a pas eu d'interférence, etc., sur le smart contract, et que l'adresse initiale est répertoriée comme étant l'adresse de l'artiste ou d'un ayant droit légitime ou d'un professionnel du marché de l'art ou une marque, une entreprise qui émettrait légitimement en fait l'actif, et que nous on en est propriétaire, et que les CGV sont stockés à plusieurs endroits, ou en tout cas un endroit où on sait qu'il n'y a pas eu d'interférence et que c'est toujours la même métadonnée, alors oui, on peut prouver ça devant un juge, mais on peut prouver qu'on a l'actif. Après, c'est quelque chose d'un peu différent que de prouver en fait l'antériorité. Les deux peuvent se faire un peu en même temps, mais c'est pas stocké. Alors, on peut stocker sur Arweave, on peut stocker sur donc des blockchains qui comme Filecoin ou Arweave qui sont conçus pour stocker des fichiers un peu plus volumineux, un peu comme IPFS qu'on a déjà évoqué, mais qui est pas une blockchain pour le coup, qui est juste un registre distribué. Mais qui est lié à Litecoin, je crois, la blockchain Litecoin. Oui, il y a des liens qui se font avec, je crois que c'est Filecoin ou Filecoin, et ils ont des jonctions. Bon, en tout cas, voilà, donc il y a des modèles comme ça qui permettent quand même d'avoir une sorte de vérifier qu'il n'y a pas eu d'altération du contenu et d'altération des métadonnées et des liens qui ont été faits. Bon, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, moi, j'ai pas trop cette approche-là. C'est-à-dire que l'actif, moi, je suis d'avis qu'on peut le réémettre. C'est-à-dire que dans les contrats que je prévois, il y a beaucoup de garanties, par exemple, de swap, de réémission. C'est-à-dire que si, par exemple, l'acheteur du NFT, il le perd, il se le fait voler, et il peut prouver qu'il se l'est fait voler, que c'est pas un simple rachat, que c'est une adresse toxique d'un hacker bien connu qui lui a obtenu. Moi, je prévois, par exemple, la possibilité, s'il arrive à le prouver, de prévoir un système de réémission du NFT. Voilà. Ok. Mais on est d'accord. Par l'artiste donc. Avec l'accord préalable de l'artiste, si on obtient une décision de justice ou avec un modèle un peu plus simplifié par un huissier. Différents process qui permettent de réémettre l'actif. En fait, l'actif, ce qui est intéressant, c'est pas simplement l'image qui est liée. On vient d'en discuter. C'est les droits qui sont associés à ça. Donc l'actif pourri, il existe encore, il est antérieur. C'est un peu comme Ethereum classique et Ethereum, c'est-à-dire que Ethereum classique, on l'a laissé un peu de côté. Et d'ailleurs, on a vu que c'était pas cette chaîne, cette partie de chaîne qui avait gagné pour l'instant. Oui, ça, tu parles, c'est aussi technique là. Tu parles du fork, la rupture de la chaîne, de la blockchain Ethereum il y a quelques années. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais j'aimerais revenir sur le juge. Tu dis que, en fait, toi, tu n'as aucune inquiétude si on mint sur ta plateforme avec les conditions générales de vente. Donc, il n'y a aucun problème. Un juge dira, bien sûr, ce NFT est un titre de propriété indiscutable. En fait, c'est-à-dire que l'encodage des métadonnées du NFT doivent être le plus proche possible de la loi, en fait. Oui, et des possibles du droit des contrats aussi. Ouais. Et bien sûr. Et donc, il y a une réflexion en amont qui est faite par l'avocat, en l'occurrence toi, sur tous les cas de figure possibles. Qu'est-ce qui va se passer si le NFT est volé, si le type se fait hacker, Et donc, oui, et en fait, ça, aujourd'hui, la plupart des projets n'y pensent pas à ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer. Non. Non. C'est pour ça. Et donc, le mieux, c'est de venir te voir, ou en tout cas un cabinet comme le tien, avant de lancer les projets. Mais moi, j'ai une question, en fait, parce qu'on s'appelle NFT Business, donc je vais ramener ça au business, et on va sortir de l'art. Quand on voit que parce qu'en fait, il y a tout ce dont tu viens de parler, mais il y a aussi le NFT qui peut être associé à des données personnelles et des données de géolocalisation. Alors, oui. Voilà. Donc, quand on voit que Alfa Romeo intègre un NFT dans sa console pour envoyer les données du cycle de la voiture dans la console, et ce qui permet donc de ne plus frauder en cas de revente, sur les kilomètres, l'état de la voiture, on sait comment elle a été conduite, on sait tout de la voiture, mais
Et donc forcément, on sait toute la personne, comment elle s'est comportée. Est-ce que toi, tu as enfin, c'est aussi un de tes volets, c'est le lien au GDPR et à la donnée, en fait. Bah oui, c'est une thématique que je connais bien, plutôt avec ma casquette IA, quoi. Ouais. Parce que c'est un peu, GDPR simple, ça m'intéresse pas trop, mais quand c'est un peu compliqué, j'aime bien. Et là, il y a des choses compliquées, mais je pense que ce qui est assez intéressant à voir, c'est que il y a un problème en fait entre GDPR, enfin RGPD et tout ce qui relève de la blockchain. C'est pas nouveau, hein. C'est la partie droit à l'oubli. C'est-à-dire que la blockchain, en principe, les données qu'on met dedans, on peut pas les enlever. Ok, et le droit à l'oubli ? Le droit à l'oubli, c'est n'importe qui dont les données personnelles sont stockées quelque part peut demander à ce qu'elles soient enlevées. Après, il y a d'autres points aussi sur le stockage distribué, comment est-ce qu'on garantit que c'est en Europe. Il y a d'autres points, je suis pas sur ça, mais le droit à l'oubli, c'est un peu délicat. Qu'on connaît bien sur Google, où beaucoup de gens voudraient que Google retire la page qu'ils ont faite il y a 10 ans, où ils sont en maillot de bain, alors que maintenant ils cherchent un boulot sérieux. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est des choses, effectivement, c'est très délicat sur blockchain. Ça a des conséquences aussi pour les questions de contrefaçon. C'est-à-dire que une personne qui fait une contrefaçon en créant un NFT, en l'intégrant sur une base de données décentralisée, blockchain ou pas, sur IPFS, s'il garde pas la main, il y a des personnes qui disent que si on brûle le NFT, qu'on fait le fameux burn, on n'aura plus on n'est plus contrefacteur, ou en tout cas on arrive à remplir une obligation ou une astreinte qui pourrait être celle d'un juge de supprimer le contenu problématique. C'est faux. Non, parce que c'est inscrit sur la blockchain et donc indélébile. Eh ben, c'est parce que le burn en fait ne va pas supprimer le fichier. C'est-à-dire que le burn, c'est l'envoi en fait d'un jeton vers une adresse qui n'est pas utilisée, dont on n'a pas les accès. Mais ça n'a pas pour effet de supprimer le fichier. Ouais. En fait, il est désactivé le jeton, c'est-à-dire qu'on peut plus interagir avec. C'est ça. Mais l'image, on peut toujours l'avoir. Ouais. Si on a le lien IPFS, on peut l'avoir. Oui, bien sûr, ça reste ça. Sauf que l'image sera blacklistée de toutes les plateformes, donc en fait, personne ne pourra savoir qu'elle existe en fait cette image. Mais là, en cas de contrefaçon, la preuve qu'il a été créé, elle est indélébile. Et donc, il est toujours reconnu comme fraudeur. D'ailleurs, j'ai une question sur les wallets. Le wallet qui a créé le NFT plagiat, on va dire, comment savoir qui est derrière un wallet ? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je télécharge un MetaMask, on me demande pas ni mon identité ni rien. Il y a un gros problème de droit là aussi. Alors moi j'aime beaucoup. Alors je sais que ça c'est des points sur lesquels on a bossé pas mal avec des copains informaticiens intéressés par ça et des gens un peu aussi sur la normalisation. Moi j'aime beaucoup la preuve à divulgation nulle de connaissance. Je pense que c'est quelque chose qui alors ça c'est technique, hein. Là, pour le coup c'est pas traduction. Alors la preuve à divulgation nulle de connaissance ou le chiffrement homomorphe, c'est des techniques qui vont bien avec la blockchain, on va dire, qui permettent, par exemple, je vais prendre un exemple. Alors on va au casino, on prend le pass sanitaire, c'est d'actu. On prend le pass sanitaire, on veut aller dans un restaurant, on doit montrer son pass sanitaire. Par contre, on peut avoir le droit d'entrer dans le restaurant si on est vacciné 3 fois, si on a eu le Covid il y a quelques semaines, si on est un enfant, si... On connaît tous ces règles-là. Okay. On doit montrer un élément. Sur ce document, sur ce QR code, on va avoir ces informations-là. La personne qui vérifie, elle a l'information. On lui dit pas juste s'il peut rentrer, il peut pas rentrer. Alors, avec les preuves à divulgation nulle de connaissance, c'est-à-dire que seul l'utilisateur a ses données personnelles et lui, ce qu'il propose, c'est il prouve en fait un droit d'accès. Voilà. Donc, un sésame, ouvre-toi, qui ne divulgue pas ce qu'il y a dans le sésame. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'identité décentralisée, et aussi on entend le terme self-sovereign identity, empowerment citoyen, ce type de termes-là qui pour moi ont beaucoup de sens, qui ont été vraiment laissés de côté à mon avis par les politiques d'État au niveau numérique. C'est très dommage, mais c'est aussi pour des raisons d'un peu de contrôle. C'est des choses qui seraient difficiles à implémenter en Chine par exemple. C'est dommage qu'en Europe on n'ait pas aussi des vrais travaux de fond sur ces questions-là, parce que à mon sens et RGPD bloque ça, c'est-à-dire que RGPD propose une réponse juridique à un problème de société autour des données personnelles, et on a des techniques très performantes qui rentrent pas du tout dans la grille d'RGPD, qui proposent ces solutions. Oui, mais attends, pardon, je te ramène à des choses peut-être très concrètes pour moi en tout cas, et pour les gens qui me consultent, qui ont des projets. Le wallet est anonyme. On peut pas savoir pour l'instant, alors à moins de faire une recherche FBI évidemment, alors on scanne, on trouve l'adresse IP
qui a créé le wallet. Et alors l'adresse IP c'est Internet, et Internet c'est pas du tout anonyme. On sait exactement mais là, qui se connecte j'ai quand. l'impression que tu as parlé d'autres choses. En tout cas, j'ai senti une porte qui s'ouvrait sur qu'est-ce qu'on met dans le wallet et qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qu'on peut garder et montrer. Oui, alors moi c'est par rapport aux accès en fait que ça m'intéresse la question, parce que ça c'est traitable, hein, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait des grosses fraudes, elles se font retrouver un jour ou l'autre. Sur la blockchain, c'est transparent, donc c'est-à-dire que dès qu'on veut passer sur des monnaies, dès qu'on veut passer dans le monde entre guillemets classique, par une banque ou quelque chose comme ça, on se fait choper, parce que même les systèmes les plus avancés pour, on va dire, laver les tokens sales, ils se font toujours dépasser un moment, et le moment où la personne sort, elle se fait attraper, donc et elle est obligée de passer de plus en plus par des prestataires sur actifs numériques, comme on disait, par des personnes qui ont des obligations en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on est traqué partout, et même à des temps un peu reculés, on voit que les personnes, par exemple de Silk Road, qui avaient des bitcoins, quand ils ont voulu sortir l'argent, ils se sont fait attraper et ils sont en prison. Donc très sincèrement, non, c'est anonyme, c'est pseudonyme à un instant T, et s'il y a un gros problème, voilà, il y a le gros problème, quoi. Par contre, pour les données qui sont injectées et la question du droit à l'oubli, effectivement, pour la contrefaçon, c'est moins grave, hein, entre guillemets, si on le voit pas, même si c'est quand même accessible, hein, donc pour moi c'est pas réglé, mais pour les données personnelles ça change rien. C'est-à-dire que le faire passer de quelque part ou ailleurs, à partir du moment où c'est lisible quelque part, quelqu'un peut en faire une copie, le retraiter ailleurs, et finalement les conditions de traitement ça reste les mêmes. Donc c'est ça qui est vraiment très problématique, quoi. Et ça se traite avec ZKP par exemple. Justement, il y a des modes d'occultation de la donnée, de différenciation. C'est une technologie dont tu parles ? Ouais. ZKP. Ouais. C'est Zero Knowledge Proof, ce que je disais tout à l'heure. Preuve à divulgation nulle de connaissances. Ça marche bien avec la blockchain, c'est très sympa. Ouais. Ok, donc oui, là j'ai l'impression qu'on descend dans le trou là. Dans le terrier du lapin blanc. Mais c'est intéressant parce que comme tu maîtrises la technologie, évidemment le droit, tu arrives à mélanger les deux et à proposer des perspectives assez profondes et intéressantes. En fait, tu anticipes tous les problèmes qui vont arriver dans les années à venir, de preuves sur ces NFT, etc. Donc vraiment, il faut s'y prendre en amont. Oui. Il faut vraiment bien réfléchir à son projet. Et les enjeux sont énormes. Je reprends toujours cet exemple parce que c'est un job sur lequel j'ai travaillé. Donc on devait réfléchir sur l'évolution du marché du vélo. Et donc c'est vraiment un exemple très parlant. Entre 2024 et 2028, tous les constructeurs de vélos vont avoir la responsabilité de la récupération de la batterie en fin de cycle. Et donc, la puce NFC et le NFT, c'est la solution pour tracer la batterie, pour l'identifier sur le second, troisième marché, etc. Et donc là aussi, ça touche à la géolocalisation, à la propriété, qui a le vélo en ce moment. Et en fait, tous ces constructeurs, et en fait, c'est tous les constructeurs liés au numéro d'identification, vont avoir cette réflexion à faire, qui est aujourd'hui une réflexion NFT, mais qui va passer par une réflexion de l'aspect légal et donc de la responsabilité. Alors, si à un moment donné je suis détenteur d'un vélo, qu'il y a un NFT dessus, mais que ce NFT, il n'y a pas eu de réflexion de qu'est-ce qui se passe dans le cas A, B, C, D. Donc c'est vraiment tous les business qui vont devoir commencer à réfléchir au côté légal, à l'aspect légal de s'ils utilisent de NFT et qu'ils injectent de la technologie NFT dans leur business. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et puis il faut vérifier aussi si la sécurité elle est complète, quoi, parce que souvent dans les jonctions NFT, NFC, typiquement, il y a beaucoup de failles de sécurité partout. C'est pas une boucle complète de sécurité. Okay. Moi j'avais eu l'occasion de travailler avec des gens qui ont déposé un brevet sur des puces NFC. Alors c'était bien avant l'engouement autour des NFT, donc c'était pas sur des NFT, c'était de l'ancrage avec des puces NFC. On peut rappeler juste que la puce NFC on l'a dans les cartes de crédit, c'est ce qui permet de payer à distance chez le commerçant sans contact, le fameux sans contact. Donc voilà, c'est ça, c'est une puce à radiofréquence. Ouais. Et donc ça c'est techno, c'est intéressant, ça permet de quand même, dans une certaine mesure, de prouver l'authenticité d'un bien. Dans une certaine mesure. Après, si on rajoute une couche de complexité avec des NFT, en fait, c'est-à-dire que souvent les gens utilisent les deux ensemble pour essayer de faire des transactions. C'est pas trop possible en fait, il n'y a pas de jonction, c'est-à-dire que c'est dissocié. C'est facilement dissociable. Par contre, on peut savoir que la puce NFT a un identifiant unique qui a été créé à telle date. C'est tout ce qu'on sait. Et qu'il a été émis par une personne qui était légitime. Et ça s'arrête là. Ce que tu veux dire, c'est tout ce qu'on peut savoir en scannant la puce NFC. Oui.
Ok. Donc ça veut dire, ce que tu veux dire, c'est que en scannant la puce NFC, je ne sais pas ce qu'il y a dans le smart contract, enfin dans le NFT. Oh si, on peut, mais non, mais en plus on peut avoir plusieurs puces NFC qui vont renvoyer vers le même ID en fait, vers le même NFT. Ouais. C'est facile de faire une copie. En fait, on a un tout petit peu de stockage dans les puces NFC, c'est minuscule, mais on met ce qu'on veut. C'est comme un peu pour Twitter, c'est-à-dire que c'est un peu à un autre niveau, hein, c'est-à-dire que là on va stocker en fait un lien vers un identifiant qui correspond à celui d'un NFT. Mais ça on peut le faire sur 50 puces. Oui, mais dans le cas du constructeur du vélo, il n'a pas intérêt à le faire vers 50 puces. Il a intérêt à faire une puce liée à un NFT. Oui, mais le revendeur qui veut dire que ça vient bien d'un circuit de distribution correct, il va acheter un vélo qui vient d'un circuit de distribution correct, il va regarder le NFT qui pointe vers lequel la puce NFC pointe et il va faire le même pointeur. Tu veux dire qu'il peut corrompre la puce ? Même pas, il va juste faire une autre puce qu'il va mettre au même endroit, il va faire comme un contrefacteur classique. Hein. Quand on va par exemple, c'est comme les bouchons d'alcool, hein. Il y a des contrefacteurs qui font des bouchons d'alcool qui sont plus sophistiqués que ceux des bouteilles originales. En Chine, moi j'ai vu ça, des choses absolument géniales autour de ça, où des contrefacteurs et des technos beaucoup plus poussés. Et dans ce domaine-là, c'était très parlant. Oui, mais une fois de plus, la blockchain ne va pas résoudre tous les problèmes que les humains se posent entre eux. La blockchain fait partie d'une chaîne de confiance aussi. La chaîne de confiance, c'est ok, la techno c'est bien, mais qui vous a vendu cette technologie? Ensuite, quels sont les intermédiaires? tout le process en fait de production, de distribution, qui fait que les gens vont être responsables, vont être sérieux, etc. C'est ça aussi dont on parle. Hein. Ouais, moi je voudrais revenir à ton entreprise donc qui mine ces NFT. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs aujourd'hui précisément à qui elle s'adresse, à qui tu t'adresses, qui sont tes clients, quel genre d'usage? On a bien compris que ça s'adressait effectivement à tout ce qui touche au domaine culturel et à l'art, mais est-ce que ça s'adresse à autre chose? Là, on a un démonstrateur qui est gratuit pour les artistes, donc ils peuvent l'utiliser gratuitement. Sur quelle adresse web? C'est atto.network. Ok, on notera. Et ça permet en fait on peut l'utiliser, tester, c'est sur Polygon, donc ça coûte en plus au test, c'est quelques centimes qu'on paye pas nous, mais à Polygon. Donc ça c'est pour tester, mais c'est déjà assez on peut calibrer un actif et être quand même assez bien protégé avec ça. Après, on a donc un modèle d'intégration en API pour des partenaires. Donc ça peut être, c'est des plateformes, il y a des galeristes qui créent aussi, qui veulent pas être dans le tout venant sur OpenSea par exemple, qui veulent créer leur site web dédié et qui ont besoin d'un système de minting propre et qui ont parfois des besoins un peu particuliers. Comme une marque blanche, c'est-à-dire ça, on peut mettre son logo sur ton... mais donc, très marque blanche, nous, D'accord. Mais donc avec la phase intermédiaire qui serait avec la protection des conditions, enfin l'intégration des conditions générales. C'est ça. Ok, super. Donc, du coup, ça permet d'avoir tout le process, un peu comme on est comme sur OpenSea, mais avec quelque chose de plus solide et chez soi. Voilà. Okay. Et on peut interagir à ce niveau-là, quoi. C'est comme un peu un Shopify du NFT, quoi. Donc nous, il y a un peu ça, on propose ça. Donc après, on travaille aussi avec des gens dans les jeux vidéo. Donc là, pour nous, je pense que c'est le plus gros secteur en fait, quand même dans les NFT. Je sais que c'est, moi, j'ai un passé un peu de gamer. Ça n'existait pas encore le pro gaming quand j'étais ado, mais j'étais pas loin de jouer à ça. Heureusement que ça n'existait pas. Mais du coup, moi, j'ai une sensibilité vis-à-vis de ça et c'est le plus gros marché, c'est-à-dire que dans l'entertainment, les jeux vidéo maintenant c'est plus que tout le reste réuni, quoi. L'industrie du jeu vidéo pèse plus lourd que le cinéma et la musique réunis, je crois. C'est énorme, quoi. En fait, aujourd'hui, si on n'est pas un gamer, on est en minorité. C'est ça. Et bon, moi j'ai la chance de plus jouer à des jeux vidéo, presque plus, mais j'ai des vieux copains qui sont encore très accros à ça et qui aiment pas du tout le play to earn. Pour moi, le play to earn, ça c'est génial, quoi. Franchement, j'adore ça. Tu peux expliquer pour les auditeurs? C'est en fait un modèle, un modèle économique qui va permettre en fait pour les joueurs d'être, on va dire,
on va dire les choses un peu clairement, hein, rémunéré entre guillemets. Alors ça dépend des modèles. Plus on joue, plus on gagne. Je parle pas d'un projet spécifique, donc je peux dire un peu ce que je veux. Ouais, vas-y. Donc c'est-à-dire gagner un peu d'argent ou gagner des crypto-actifs pour le fait d'avoir été très performant, d'avoir fait de la publicité pour le jeu, pour différentes raisons. Et en fait, ça crée tout un écosystème un peu gagnant-gagnant entre l'éditeur et les utilisateurs qui vont plus ils sont anciens dans l'écosystème, un peu à la manière de Bitcoin, plus ils sont gratifiés et plus qu'ils ont obtenu de taux va avoir de la valeur plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de stimuler des écosystèmes et de faire vivre en fait la communauté qui va être autour de jeux vidéo. Ça marche très fort. Par contre, ça déplaît beaucoup à des joueurs qui sont par exemple des joueurs un peu de jeux vidéo solo, qui pensent que du coup il y aura moins d'argent qui sera affecté à ce type de jeu-là par les studios de jeux vidéo. Après, il y a eu aussi des grandes plateformes intermédiaires qui ont fait une campagne très négative sur ça parce que elles ont peur de se faire bouffer leur business, très clairement, parce que elles proposent déjà des petits jeux, des petits objets dans les jeux vidéo, etc. Mais c'est elles qui prennent le pourcentage. Si tout est des intermédiaires à ce niveau-là, il y aura toujours des OpenSea et tout ça, mais la marge est moindre, elle est plus éclatée, elle passe pas par un canal qui est exclusif, et à côté de ça, en plus parfois il y a des interopérabilités entre les jeux, donc on va pas vendre 3 fois le même actif. Et en plus, on va pas donner d'argent à l'utilisateur quand il joue et qu'il fait la promo. Il l'a fait gratos. Donc, on a tout ce modèle-là. Voilà. Et ça, c'est très sympa. Mais là aussi, il y aurait un podcast entier à faire sur le gaming et sur les enjeux. Sur les enjeux du gaming, parce qu'après, il y a le métavers et tout. Mais malheureusement, on a déjà plus le temps. Ça passe très vite, Mathieu. C'était vraiment, vraiment passionnant. Et on mesure l'ampleur de la réflexion qu'il y a à avoir autour d'un projet NFT ou un projet blockchain globalement, grâce à toi. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses ce matin. Oui, et moi ce que j'ai surtout appris, c'est nous on est consultants et qu'en fait même en tant que consultant on a souvent oublié cet aspect légal. Et que c'est notre rôle finalement de responsabiliser les gens. On est en fait les intermédiaires entre les porteurs de projets et les gens comme toi. Et donc nous allons nous transformer en porteurs de bonnes paroles. Porteurs de responsabilité. Oui, parce que c'est important en fait. La plupart des gens qui viennent nous trouver, qui nous parlent de leur projet, ne nous parlent pas de cet aspect légal. Et Dieu sait que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tant que ça va bien, ça va bien. Le jour où ça va mal. On te trouve Mathieu Quignou, on te trouve sur les réseaux sociaux facilement. Ouais. Sur Twitter plus. Surtout LinkedIn, moi. Surtout LinkedIn. Voilà, l'ancienne sur ça, je sais pas, ouais. D'accord. On te trouve facilement, tu es conférencier, tu as écrit des livres aussi, on peut te trouver effectivement, facilement. Mais on mettra les références de tes livres sur la description du podcast. Merci beaucoup d'avoir été là, merci à vous de nous avoir écoutés. Mettez-nous des étoiles. Alors Benjamin dit toujours des étoiles, et moi je vous demande de nous mettre 5 étoiles, parce que vraiment pour les algorithmes ça compte, et un avis positif si vous avez aimé, parce que sans vos avis on ne remonte pas dans les algorithmes, donc vraiment vous avez un rôle à jouer dans notre notoriété. Merci beaucoup, et si vous désirez recevoir nos newsletters, il y a un petit call to action sur notre site nftbusiness.tech, je le mettrai dans la description du podcast aussi. Merci pour votre fidélité, et n'hésitez pas à nous proposer des intervenants si vous avez des suggestions à faire.